Bon, on va commencer tranquillement. Caravanier, voyager, agir. On vous présente aujourd'hui trois voyages, trois destinations différentes, le Mexique, lac Powell. Puis, je vais vous parler rapidement d'un tout nouveau voyage qui s'appelle Idaho dans la Colombie-Britannique. Avant tout, Oups. Hmm. Oh. Ah, voilà, c'est ça. Je vais juste vous raconter la petite histoire des Caravaniers. Donc, Caravanier était fondé par Richard, lui qui a la touque noire dans la photo, en 1998. J'ai bien choisi cette photo parce que c'est une photo où on a célébré au Maroc les 20 ans des Caravaniers. Puis le grand succès de cette aventure, c'était pas réussir à faire une vraie caravane de plus de 100 personnes, c'était de pouvoir, pour la première fois, la vie des caravaniers, inviter aussi les équipes locales à participer, puis ça rencontrait entre eux. Donc, ici, en rouge, c'était Babou du Népal, en vert, c'était Ivan de l'Équateur, en bleu, il y a Vico du Pérou. Donc, c'était vraiment un moment très émotif pour Caravanier parce que c'est sûr que ceux qui connaissent Caravanier, on s'implique beaucoup avec la planète. On fait partie des planétaires, comme vous voyez ici-bas, des 1% pour la planète. Mais qu'est-ce qui tient encore Caravanier, puis l'essence des Caravaniers, c'est aussi les gens avec qui on travaille. Puis souvent, quand il y a une pandémie ou quand il y a des situations qui, des fois, nous démotivent un peu, on continue à avancer puis à garder les morales à cause de ces gens avec qui on travaille puis qu'on a vraiment à cœur puis c'est plus que des contacts, c'est plus des partenaires, c'est devenu la famille. C'est la même chose avec les guides puis avec toute l'équipe du boulot. Donc, Caravani, c'est une entreprise qui tient beaucoup à ses valeurs, à son éthique. Vous pouvez lire dans les sites Internet, on a toute notre valeur, l'éthique, etc. Quand vous participez à un voyage caravanier, vous participez aussi par exemple, dans les prix qui sont affichés dans les sites Internet, ça inclut toujours les crédits carbone qu'on utilise quand on voyage, parce que c'est la façon qu'on pollue le plus, surtout dans notre voyage d'aventure. Et puis, Caravanier, à chaque année, d'1% de ses chiffres d'affaires à 1% pour la planète. Donc, voici la toute petite histoire des Caravaniers. Euh, là, on va vous présenter. Donc, je me présente rapidement, puis après, je laisserai la parole à Simon. Donc, mon nom, c'est Mariana. Je travaille pour Caravanier depuis 2000. Je suis arrivée en octobre 2014 comme stagiaire. Puis en 2015, janvier 2015, ils m'ont dit, ben, finalement, la petite stagiaire mexicaine, on veut bien que tu restes. Et depuis là, je suis chez Caravanier. Je m'occupe beaucoup de voyages en Amérique latine, donc beaucoup de boulot. Souvent, peut-être certains d'entre vous avaient déjà parlé avec moi, on communiquait par courriel. Donc, je fais un peu la vente, je fais beaucoup les liens entre les équipes locales puis les clients. Puis j'ai l'opportunité aussi de partir guider de temps en temps. Entre autres, les kayaks est ma passion. La mer, c'est ma passion aussi. J'adore, c'est l'endroit où je me sens bien. J'adore les montagnes, mais si j'ai le choix, je dois être honnête, puis souvent, j'ai choisi de la mer. Donc, Caravanier, j'ai fait quelques voyages pour guider en Basse-Californie. Je suis mexicaine, sûrement vous notez mon accent. Puis, puis j'ai appris le français justement au Québec. Ça a été pas, c'est un chemin long, puis ça a été pas facile. Donc, excusez-moi si encore je contourne mes phrases ou j'ai un accent très, très, très fort. J'essaie de faire mon mieux. Euh, j'ai habité longtemps en Basse-Californie, au Mexique, donc c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de présenter cette destination. Ça me fait toujours plaisir de retourner puis vous faire découvrir mon pays natal, puis la Basse-Californie que j'ai adoptée comme ma maison mexicaine. Je laisse présenter Simon.
Eh bien, bonjour, Simon Nadeau, je suis guide de chez Caravanier depuis maintenant, je crois être 6 ans, je suis pas certain en fait. J'ai comme un peu perdu le fil du temps là, depuis le temps que j'étais avec l'équipe. Moi, j'ai commencé à guider avec Caravanier par un beau samedi après-midi où est-ce que j'arrangeais, je réparais des traîneaux qui s'en allaient à la terre de Baffin. Puis j'ai regardé Marie-Josée, j'ai dit si jamais tu as besoin d'un guide pour le Groenland, je lançais une pierre à la mer de même, on ne sait jamais, tu sais. Et puis, bien, ça n'a pas fait sourd d'oreille. Et puis, depuis ce moment-là, bien, je guide pour et avec Caravanier au Groenland, en Amérique du Nord, en Europe, en Crète, au lac Powell, un des voyages qu'on va vous présenter ce soir. Et puis, depuis, ben, je n'ai jamais regardé en arrière, à part pour voir le paysage. Et puis, ben, il est toujours beau. Alors, en espérant que je suis capable de vous passer ma passion là, pour le kayak là, ce soir. Merci beaucoup, Simon. Euh, on va commencer. On vous a présenté, on vous a dit, aujourd'hui, on voulait vous parler des kayaks, mais en fait, je voulais prendre un petit pause pour. En fait, les 3 voyages qu'on vous présente, c'est vraiment des expéditions des kayaks. Puis, ce n'est pas juste une expédition, c'est vraiment en complète autonomie. Donc, Simon et moi, on s'est parlé tantôt, puis on disait, ah, ça serait bien de juste prendre le temps d'expliquer c'est quoi une expédition, puis ça veut dire quoi en complète autonomie. Souvent, on l'écrit dans nos sites Internet. Moi, je me rends compte que souvent, j'en parle beaucoup au téléphone, puis après, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien expliqué, ça veut dire quoi, ça, être en complète autonomie? Euh, être en complète autonomie, ça veut dire qu'on n'a pas un bateau de soutien. On a des voyages, par exemple, au Panama, qui ont un bateau qui nous suit. Il y a certaines entreprises ou des endroits qui offrent ces sortes d'expéditions. Nous, dans ces trois voyages qu'on va vous parler, on a choisi d'être en complète autonomie. On va vous expliquer pourquoi, mais ça veut dire qu'on est libre. On va voir tout ce qu'on a besoin pour faire l'expédition à l'intérieur des caissons des kayaks. Donc, ça veut dire les tentes, les réchauds, des vêtements de réchange, etc. Donc, être en expédition en complète autonomie, ça implique évidemment un peu plus d'efforts qu'avoir un bateau qui charge tout puis qui a plus de staff pour monter, démonter les campements. Là, nous, on est libre, on a tout ce qu'il faut dans notre kayak, mais ça veut dire aussi qu'on doit travailler un tout petit peu plus à monter les campements, démonter les campements, pacter les kayaks, dépacter les kayaks. Donc, c'est ça, entre autres, que ça veut dire être en complète autonomie. C'est pour ça qu'on fournit toujours une liste d'équipements. On va toujours avoir des temps pour vous expliquer, vous parler. On fait toujours des rencontres pré-départ avant chaque expédition pour pouvoir mieux vous aider à mieux choisir votre matériel, à que vous soyez bien préparé pour vivre cette expérience avec les sourires toujours et de bonne humeur surtout. Simon, est-ce que tu m'aimerais approfondir un peu plus c'est quoi une expédition en complète autonomie en kayak? Ce qui veut dire aussi en même temps qu'on part du point A, on part du point B. Il n'y a personne qui vient nous rejoindre pour faire un ravitaillement ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on part avec tout ce qu'on a de besoin et on est en expédition comme on peut se l'imaginer. Où est-ce que, le mot le dit, je pense, en autonomie complète, sans... Ouais, non, je ne peux pas rajouter rien d'autre. Donc, souvent, en kayak de mer, on va voir plusieurs sacs étanches, on va voir tout un Tetris à décortiquer pour savoir comment on va faire pour tout entrer dans les caissons des kayaks. Souvent, au début, ça va être la partie pour des gens qui ça va être votre première fois. Souvent, la première journée, c'est ça qui nous prend plus d'énergie, plus de concentration, même plus que c'est concentré à faire notre propulsion. Après 2, 3, 4 jours, on voit toujours qu'on est plus vite, on est plus efficace, mais aussi, c'est vrai, on a moins de nourriture à entrer dans les caissons des kayaks. Donc, voilà, c'est ça ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on vous présente des expéditions en complète autonomie. Et voilà, j'avais justement un exemple de quelqu'un qui est en train je pense, en train de dépacter son kayak. Au Mexique, entre autres, il y a une particularité, c'est qu'on est dans un désert, donc on ne peut pas porter, on peut pas chercher l'eau ailleurs. Donc, quand on part
du point de départ. On part avec toute l'eau qu'on en a besoin. Donc, on a toujours des petits sacs, des sacs dromadaires en noir avec toute l'eau. Et à Hawaï, c'est un peu semblable. Là, on a un peu plus de endroits où on peut chercher l'eau, mais déjà, on part même avec l'eau. Donc, le kayak devient très, 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 très lourd. Donc, je me permets de vous présenter le Mexique en Basse-Californie. Puis, je viens de le Mexique parce que très souvent, la première question que j'ai, c'est comme, mais Marianne, les Basse-Californie, c'est au Mexique ou c'est aux États-Unis? Donc, pour la petite histoire, c'est que le Mexique, en fait, avant, était un territoire beaucoup plus grand que ce que c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, on connaît comme la Californie, avant, ça faisait partie du Mexique. Donc, ça s'appelait la Haute-Californie. Puis la Basse-Californie, c'est un territoire très grand et pour faire l'histoire plus courte, on a perdu ce territoire dans une guerre. Puis eux ont décidé, donc les États-Unis ont décidé d'enlever les mots Haute-Californie, puis juste laisser avec Californie. Puis nous, on a toujours gardé la Basse-Californie et on divise la Basse-Californie en Haute-Basse-Californie et Basse-Californie. Donc, nous, on va vraiment se concentrer ici dans le sud de la péninsule de la Basse-Californie et c'est bien le Mexique. Donc, on a 2 voyages en Basse-Californie. Il y a un voyage qui va se faire du 15 au 25 mars. Si on a 5 volontaires à décider aujourd'hui à s'inscrire, on va pouvoir les confirmer. Nous, on est prêts pour partir. Donc, c'est les îles de Loreto, c'est une expédition de 6 jours. C'est un voyage vraiment que je conseille fortement aux gens qui ont l'intention de justement tester est-ce que le kayak c'est pour moi, est-ce que j'aimerais tester c'est quoi une expédition en complète autonomie, mais peut-être un voyage plus soutenu, je ne sais pas si je serai assez en forme. C'est un voyage qui mélange très bien voyage de plaisir, soleil, baignade, snorkel, margarita, mais en même temps avec une touche d'expédition qui vous permet de savoir est-ce qu'après cette initiation dans une expédition de kayak des mers en complète autonomie, est-ce que je suis prête à faire comme une autre étape, aller plus jours ou des voyages qui sont un peu plus difficiles. Pour vous situer dans ces voyages, donc chaque fois qu'on y va au Mexique, en Basse-Californie, on atterrit à La Paz du côté ouest. Donc, si on habite en Alberta ou si on habite en Vancouver ou même à Edmonton, il y a des vols presque directs en Basse-Californie. Mais nous, de Montréal ou de Québec, la façon plus simple, c'est d'aller à Mexico et de Mexico aller à La Paz. Donc, on commence toujours notre voyage à La Paz. C'est la capitale de la Basse-Californie du Sud. Puis par la suite, on va prendre un petit avion qui nous laisse à Loreto. C'est là qu'on va commencer notre voyage que je l'appelais les îles de Loreto. Loreto, c'est un parc marin, donc toute cette partie, c'est protégé. Puis, en fait, on va aller dans cette petite île qui s'appelle Dansante. Si la météo nous permet, on traverse à Carmen. On revient à Dansante, puis après, on longe la côte, puis on finit ici à Agua Verde. Donc, c'est vraiment, on essaie toujours de passer 3 nuits aussi, puis après, c'est 3 sautes nuits qui on descend, puis on longe un peu la côte, puis d'ici, on revient à Loreto, puis après, on va aller côté Pacifique, de ce côté, où il y a les baleines grises qui viennent mettre bas. Donc, on va voir les petits baleines grises à cette période de l'année, surtout en mars. On a souvent les petites baleines qui sont très curieux, qui viennent, s'approchent vraiment beaucoup de bateaux. Si on est chanceux, on peut même les caresser. C'est vraiment un moment fort, puis c'est pour ça qu'on va dans cette période de l'année, parce que dans cette période de l'année, entre, je dirais, décembre, des fois, ça dépend de la température de la mer, jusqu'à avril, c'est la bonne saison des baleines, surtout côté Pacifique pour les baleines grises, mais on a beaucoup, beaucoup d'autres mammifères marins, beaucoup de baleines, surtout dans les parcs qui sont protégés. Donc, on a beaucoup plus de chances de voir les petits des mammifères marins. On a un voyage un peu plus soutenu. Je vais vous parler un peu, les deux, c'est récent. Côté ambiance, côté esprit, c'est sûr que ce voyage est beaucoup plus soutenu.
Il s'agit de vraiment 10 jours de voyage. On va faire plus de distance, donc on va payer un peu plus de temps. Les conditions de la mer sont un peu plus difficiles, pas beaucoup plus, mais ça peut être, on peut pas avoir plus la houle, on est un peu plus exposé. Et ce voyage, je l'offre plutôt en octobre, en novembre, à cause de la température justement de la mer. Je vais vous montrer quand on fait la longue expédition. Donc, on se rappelle, on arrive à La Paz, Loreto. Mais là, on arrive à Loreto, puis on va prendre encore la route pour monter jusqu'à Mulegé. Et c'est de Mulegé qu'on va descendre en kayak jusqu'à Loreto. Donc, c'est plus de 100 kilomètres. Vous voyez, c'est magnifique. Là, on n'a pas de route. Il n'y a que des côtes sauvages. Il peut y avoir quelques voiliers, mais quelques bateaux de pêcheurs. Donc, on va profiter, on va acheter, si on peut, du poisson frais. On pêche aussi souvent en Basse-Californie. On va voir des photos. Donc, c'est vraiment un littoral très, très sauvage, puis magnifique. Quand on arrive à Loreto, on a décidé d'aller dans cet magnifique endroit. C'est un endroit peut-être 45 minutes de l'aéroport de La Paz. Donc, on n'est pas du tout en ville. Donc, surtout maintenant avec la pandémie, on est loin de tout le monde. C'est réservé juste pour nous. C'est des petites cabanes. Tout est construit un peu dans la façon de permaculture. Donc, ils utilisent des panneaux solaires, des toilettes sèches. Donc, c'est très, très, très écologique, très charmant. Puis l'avantage, c'est qu'on a juste l'endroit pour nous, puis c'est en face à la mer. Puis la mer aussi, c'est un endroit tellement éloigné que tout les bords de la plage, c'est juste pour nous. Donc, c'est vraiment entouré d'une dune, d'une forêt de cactus, puis de la mer. Donc, c'est vraiment un parfait endroit pour commencer les voyages, puis sentir les desserts de la Basse-Californie. Et voici quelques images de la Basse-Californie. Donc, c'est une ambiance très désertique. De l'eau, on voit, c'est souvent très, très calme. Il peut y avoir un peu des petites houles, des petites vagues, mais souvent, c'est assez calme. On a des kayaks. Ça, c'est une différence qu'on a dans cette destination. On a plutôt des kayaks doubles. C'est des kayaks, par contre, en fibre de verre, comme je vous disais. On a tous les matériels avec nous qui doivent entrer dans les questions des kayaks, mais aussi l'eau. Donc, il faut qu'il vraiment il ait une bonne capacité pour mettre tous les stocks à l'intérieur des kayaks. Et on voulait prioriser un kayak qui soit plus léger. Donc, au lieu d'un kayak en plastique, on a un kayak en fibre de verre très performant, puis qui est plus léger justement pour pouvoir mieux commencer notre propulsion. Puis une fois qu'on la commence, même si le kayak est très chargé, on ne sent plus qu'on est vraiment dans un tandem bien, 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 bien chargé, bien lourd. On est souvent, par exemple, en Basse-Californie, la saison l'été, c'est très, 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 très chaud. On ne va pas être là en été. C'est plutôt à partir, je dirais, c'est septembre où il peut y avoir un peu de pluie. Je vous rappelle, on est dans un endroit désertique, donc la pluie, et des fois, il y a des années tellement arides qu'il a plu juste une fois, un jour, juste dans toute l'année. Donc, imaginez-vous, c'est très aride, mais avec cette journée de pluie, ça aide à qu'on puisse avoir un peu de vert un peu partout. Donc, si on y va plus à l'automne, on dessert un peu plus vert que si on va au printemps. Cette verdure qu'on voit ici dans la photo est plus là. En Basse-Californie aussi, on essaye, on n'a jamais de la bouffe lyophilisée, on est toujours de la nourriture fraîche. On a pu trouver une formule pour pouvoir toujours avoir la nourriture fraîche. C'est vrai que ça nous arrive, si Antonio, je vous montrer une photo d'Antonio, c'est notre guide local, et lui, il adore aller à la pêche. Donc, si on est arrivé à cet campement, souvent, lui, il va prendre son harpon puis il va aller chercher la proie pour les souper les soirs. C'est sûr qu'on veut aussi mettre à l'avant la gastronomie mexicaine. Donc, on essaie vraiment d'avoir de la nourriture typique, des produits locaux, beaucoup de fruits, de légumes. On essaie d'avoir toujours
un menu assez varié. Le fait qu'on est en complète autonomie, on a juste deux petites tables, les tables que vous voyez, et c'est vraiment pour faire à manger. Souvent, on va manger dans les sables, on a toujours un petit quelque chose pour notre dos, mais c'est assez rustique en campement. On est toujours évidemment une bâche pour les soleils, pour nous protéger si jamais on n'arrive pas à trouver l'ombre naturelle des petites collines. Donc, voici l'ambiance un peu de campement. Voilà, les poissons fraîches que sûrement Antonio avait pêché cette journée. Donc, ça, c'est sûr que si on peut trouver du poisson, on va aller chercher. Lynn, je pense que si je ne me trompe pas, tu es là. Tu es au fond de la photo. Donc, c'était un des premiers voyages qu'on a fait dans les îles de Loreto. Donc, voilà, comme je vous disais, les deux tables qu'on apporte, c'est vraiment pour faire à manger. Puis, ça donne une bonne idée de l'ambiance. C'est souvent, on a toujours choisi des endroits, comme je disais, où il n'y a pas d'accès via terrestre à ces sortes de plages. Donc, même s'il y a des sauts de kayakis ou en voilier ou autre, il y a comme une loi qui n'est jamais écrite qui dit ben, il y a tellement de plages vierges que si tu vois quelqu'un dans une plage, tu vas chercher la suivante. Donc, souvent, on a vraiment juste la plage pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi assez exceptionnel. En tout cas, au Mexique, on les trouve rarement. Et l'avantage aussi, c'est que comme il pleut presque jamais, souvent on peut dormir à la belle étoile. Et très souvent dans les commentaires au retour du voyage, c'est que les gens ont plus apprécié. Les gens nous disent, je ne peux pas croire qu'on a passé 4 nuits ou 5 nuits à dormir à la belle étoile. Au début, il y a toujours quelqu'un qui dit, je ne sais pas si je vais réussir, mais à la fin, presque tout le monde réussit à dormir à la belle étoile. Puis juste voir la Voie lactée, c'est tellement magique. Puis on peut vraiment voir très, 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 très clair la Voie lactée, toutes les étoiles. J'adore les étoiles, donc je pourrais vous conter plein d'histoires des constellations, etc. La mer, oui. Mariana, il y avait une question. Luc demandait est-ce que c'est le cuisinier qui travaillait pour Baja Expedition qui était Non, là? non. Je ne sais pas, en fait, les gens qui ont fait la Basse-Californie, il y a peut-être, je ne sais pas, 10 ans, ça fait longtemps que Caravani fait la Basse-Californie. Au tout début, on était en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Baja Expedition. Aujourd'hui, on ne fait plus affaire avec eux. On a une autre équipe avec qui on travaille, qui on s'entend très, très, très bien. Donc, si vous avez fait il y a 10, 11 ans, c'est plus même équipe, malheureusement, non. Donc, je voulais vous montrer aussi, il y a des petits corails partout. C'est pas si impressionnant quand on va aux Caraïbes ou les gens qui ont été allés au Thaïlande. La Basse-Californie, c'est sûr qu'on va se baigner à tous les jours. L'eau de la mer est assez chaude, surtout à l'automne. Au printemps, peut-être qu'on va utiliser un mini wetsuit, mais c'est pas parce que l'eau est froide comme quand on est à Tadoussac ou à Mégan qui est tellement froide on peut avoir une hypothermie, c'est juste parce que ça va être plus agréable de continuer à regarder les poissons longtemps si on est en maillot isothermique. Sinon, la température est vraiment baignable toute l'année longue. C'est juste le printemps, pour ceux qui veulent, on peut vous fournir un petit wetsuit. Puis l'eau est très claire. Très souvent, on a une bonne visibilité. Donc, on a toujours des petits poissons, des petites corails. On n'a pas besoin d'aller bien, bien loin pour aller voir des choses déjà très sympas dans la mer. Donc, oui, là, c'est les îles de Loreto. Donc, vous voyez, les îles de Loreto, c'est un peu volcanique. Donc, on a des montagnes un peu partout. On peut faire des petites balades. On ne va jamais aller super loin, mais souvent, si on arrive tôt au campement, on va monter une petite colline pour avoir une belle vue de notre campement, de la mer. Souvent, de loin, on peut voir des dauphins. On peut voir la Basse-Californie est très vivante. Beaucoup de mammifères. Je vous ai parlé des baleines, mais on a aussi beaucoup de
sotaries, on a des mobulas. Mobulas, c'est des raies qui habitent tous en banc. Donc, il y a souvent, si vous attendez un, il y a peut-être une centaine. Puis la particularité de ces raies, c'est qu'il peut comme ça a l'air qu'ils volent. Donc, on va souvent attendre des splashs comme psh, psh. La nuit, c'est magnifique parce qu'on attend ça, puis on s'élève, puis on voit juste des splashes qui sortent partout de la mer, puis ça veut dire qu'il y a des mobulas qui sont en train de manger ou simplement ils sont en train de nous réveiller pour nous dire « Allô, on est là ». Voilà une autre photo d'Antonio. Ah, c'est là qu'on voit bien son harpon qui apporte toujours avec nous. C'est très gentil pour aller nous trouver du bon poisson pour les souper. Ce n'est pas tous les jours, il faut être gentil avec Antonio pour qu'il puisse aller chercher du poisson. Cactus, c'est sûr, je vous ai dit, on est dans un désert, donc des cactus, il y a des cactus qui s'appellent cardone, comme celle-ci. C'est des cactus géants qui poussent lentement, donc ça veut dire que ces cactus peuvent avoir 100, 1200 ans. Donc, c'est quand même assez incroyable. Souvent, si on va en novembre, puis qu'il y a plus à la fin septembre, octobre, et on bouge un peu, on sent encore que tous les cactus à plein d'eau qui bougent. C'est vraiment des végétaux impressionnants. On voit la mer qui peut être très calme. Souvent, comme on longe la côte, on peut toujours se protéger de la baie. Si on sait qu'on va passer par des endroits ou quand on fait les îles de Loreto, qu'on traverse d'une île à l'autre et on fait des traversées, c'est jamais plus de 45 minutes. Puis on va toujours trouver la bonne fenêtre pour pouvoir les faire. Encore, on voit, il y a un peu de tout. Il y a des plages, pour les îles de Loreto, il y a une île qui a des plages vraiment du paradis. C'est des plages un peu de Caraïbes, des sables très fines, blanches. Il y a des autres qui sont un peu plus rocailleux, qui ont un peu de sable, mais on est toujours quand même, c'est jamais des plages qu'il y a juste des roches. On évite ces sortes de plages, puis on connaît assez bien l'endroit pour pouvoir choisir les meilleures plages pour dormir, pour camper. Je vous ai déjà parlé, on a des kayaks surtout doubles. On peut avoir quelques kayaks simples, mais c'est rare. Vraiment, notre flotte est plus des kayaks doubles. Cependant, si vous voulez être en kayak simple, vous pouvez me parler, puis on peut voir si jamais on a des disponibles. Puis si vous savez, peut-être on va vous demander, on va vous parler un peu plus sur des techniques ou autres pour savoir si vous pouvez vraiment être en kayak simple. Les couchers du soleil en Basse-Californie sont vraiment incroyables. Puis, je vous ai dit, les baleines s'approchent beaucoup. Donc, si jamais vous voulez vraiment aller visiter la Basse-Californie parce que vous aimez beaucoup les baleines, je vous conseille fortement d'aller en printemps. Et si vous voulez voir les sauteries sont pas mal toute l'année longue, mais les voyages de l'automne, on va vraiment visiter une colonie d'otaries. Donc, on va pouvoir nager avec eux, qui sont très, très sympas. Puis souvent aussi, à l'automne, il y a des bébés qui sont assez grands pour pouvoir jouer avec nous. Puis les mamans sont assez calmes pour dire, OK, ben, s'il va jouer avec les humains. Donc, c'est pour ça qu'on choisit un peu les temps pour aller sur chaque voyage. Puis, on a ajouté des petits extras pour aller profiter au maximum les mammifères marins qui habitent en la mer de Cortés. Je vais laisser la parole à Simon, mais avant, est-ce que vous avez des questions sur la Basse-Californie? Non, pas de questions. On va laisser peut-être la chance aux gens de taper un peu, là. Des fois, une question, ça peut être long à écrire. Donc, je vais enchaîner avec aux États-Unis, le lac Powell. Puis si jamais vous avez des questions là, pour la Basse-Californie, on pourra y revenir là, un peu plus tard. Question au niveau test COVID. Comment on peut s'arranger pour les tests COVID à la fin du voyage, pour le retour au pays? Oui, donc c'est sûr, là, on vit un moment encore assez particulier. Pour le Mexique, il n'y a pas de restrictions. Pour les retours, il y a un peu plus de...
aujourd'hui encore, Canada demande de se faire un test PCR. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai tout pensé. Donc, on va aller justement à Loreto dans nos laboratoires. On va se faire tester. Ça va nous donner le temps d'arriver à la base, de profiter, de recevoir nos résultats avant d'embarquer dans l'avion de retour. Donc, on a toujours pensé un peu sur OK, à quel moment on puisse faire cette fameux test. Aussi, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, toutes les restrictions et les mesures commencent à s'assouplir. Je peux donner mon exemple. Là, je veux partir au Panama bientôt avec un groupe, un bon groupe. Puis, dès quand on avait confirmé le voyage aujourd'hui, les conditions sont vraiment plus souples. On parle moins de, OK, maintenant, si vous êtes 3 doses, vous n'avez plus besoin à faire un test pour arriver à destination. Donc, on estime, on imagine que tranquillement aussi, le Canada va assouplir ces mesures quand on ne le sait pas. Je peux vous dire, c'est qu'au moment que vous vous inscrivez, que vous décidez de vous inscrire, à partir de ce moment, on suit ensemble, mais surtout, Jay et Caravani, on vous aide à suivre des proches toutes les restrictions, les mesures, les changements pour pouvoir vous aider jusqu'à la fin. Donc, on vous accompagne depuis le début jusqu'à la fin. Ça, ne vous inquiétez pas. La seule chose à savoir, c'est que tous les frais liés au test, c'est à vous. Donc, on vous aide, mais s'il y a des frais à payer pour les fameux tests, là, ça ne va être pas inclus dans les prix du voyage. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, les États-Unis, Caravani, là, environ 10 ans, a décidé d'aller au lac Powell. Pourquoi le lac Powell? Ben, on s'était dit qu'un endroit où est-ce que on y voit où est-ce que la scène de début, la première scène du film, la planète des singes était tournée, on s'était dit que ça valait la peine d'aller voir. Donc, on est allé au lac Powell et après avoir pagayé ne serait-ce qu'une journée au lac Powell, on s'est dit qu'il fallait y retourner. Et c'est ce qu'on vous propose. C'est un voyage de 12 jours, donc 10 jours de kayak de mer sur un des plus gros lacs aux États-Unis, un des plus gros réservoirs aux États-Unis. C'est un voyage qui est dans l'Utah. Et qui prend le début du voyage commence là, en Arizona. On commence à pagayer en Arizona et rapidement, on traverse la frontière pour se rendre dans l'Utah. On arrive en avion à Las Vegas et puis on prend après ça un transport avec un de nos partenaires. On va jusqu'à Page en Arizona, d'où est-ce qu'on va commencer à pagayer. Tu peux changer, Marina? Le voyage, tu peux continuer à défiler les slides, il n'y a pas de problème. Le voyage au lac Powell. Bon, premièrement, le lac Powell, c'est quoi? C'est la rivière Colorado qui a été barragée. Il y a un barrage hydroélectrique à Page. Et puis, ça a créé un des plus gros réservoirs des États-Unis. Ce n'est pas le deuxième plus gros réservoir. Juste en termes de superficie, là, ça a plus de 3160 km de côte. Donc, c'est assez énorme. Et nous, là-dessus, on va parcourir à peu près 150 km à 200 km là, en kayak là-dessus. Donc, c'est la rivière Colorado qui est finalement qui est barragée, puis ça fait un énorme réservoir d'eau calme. Ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est vraiment de l'eau calme sur laquelle on va pagayer. Il y a 2 voyages qui se font. Il y a un voyage de 12 jours. Celui que je vous propose ce soir, c'est celui-là, qui va être au mois de mars. Et puis, on a aussi en même temps un voyage de 6 jours au printemps, puis un au printemps, à l'automne en général. Puis après ça, on a aussi en même temps, durant le temps des fêtes, là, on va sabrer le champagne là, sur le bord du lac. Donc, le lac Powell. Si tu peux revenir en arrière, Mariana. Merci. Le lac Powell, c'est quand on parle du Utah, quand on parle de l'Arizona, on parle aussi en même temps du désert américain. Donc, on s'imagine des mesas, des mesetas, on s'imagine des tours, des buttes, vraiment des paysages hors de ce monde, vraiment un paysage qui sort de Lucky Luke. On peut voir le lac là, ici sur la photo. Donc, nous, on part dans le coin de Antelope Island, qui est en bas de la carte, et on va se rendre un peu plus loin où est-ce qu'on a le point rouge, c'est Gregory Butte. Et ça, c'est pour le voyage de 6 jours. On fait un aller simple et puis on revient là, en bateau pour le voyage de 6 jours. On va revenir en bateau. On a toujours trouvé que de faire un aller simple, c'était toujours plus intéressant. Ça nous permettait de voir plus, de découvrir plus longtemps.
Puis on peut voir sur la carte, là, en bas à droite, on voit comme des petits canyons, des petits ruisseaux là, qui sortent du lac. Eh bien, ça, c'est des canyons, ce qu'on appelle en anglais des side canyons, des canyons de côté, dans lesquels on va explorer aussi en même temps, puis qui nous ouvrent vers un autre monde, le monde des Anasazi, le monde des Navajos. Et puis, où est-ce que des fois, on va mettre à terre pour aller marcher dans des canyons labyrinthiques, vraiment, là, où est-ce qu'on a moins d'1 mètre de large, qu'il faut s'aider avec nos mains pour grimper là-dedans, vraiment là, hors norme, vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, donc, on part de Las Vegas avec tout notre matériel. On est en expédition, il ne faut pas l'oublier. Donc, toute la nourriture, tout l'équipement, les tentes, les tables, les couteaux, les fourchettes, les cuillères. On transporte ça avec nos camions qu'on a là-bas avec nos partenaires. On va jusqu'à mise à l'eau. On charge tous les kayaks et l'aventure commence. Le paysage du lac Powell, comme je disais, c'est un paysage de désert, mais c'est un paysage aussi en même temps de montagnes soufflées par le vent, de montagnes érodées par les éléments, des couleurs d'ocre, des couleurs de rouge, des couleurs de brun. Le soir, on fait des campements sur des plages, sur de la roche. Vraiment, en fait, ce voyage-là au lac Powell, c'est un peu un voyage où est-ce qu'on se permet encore une certaine, comment dire, de se perdre encore dans le paysage, où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir à chaque soir. C'est vraiment une décision là, au jour le jour, au gré du moment, là, quand on avance. On fait environ des journées d'environ 20 km, de 15 à 25 km par jour. Et puis, à tous les jours, on essaie d'aller explorer là, des petits raccoins du lac parce que c'est tellement grand que même après 10 ans, on n'a pas encore tout exploré le lac. Encore moins sur le voyage de 12 jours, où est-ce que je crois que c'est la 4e fois qu'on va le faire. Ou la 5e fois qu'on va le faire. Moi, j'ai eu la chance de le faire une fois. Donc, Gregory Butte, un des campements qu'on a, c'est le dernier campement du voyage de 6 jours et c'est un des campements, 2e ou 3e jour là, pour le voyage de 12 jours. Ça ne paraît pas, là, mais la butte que là a environ 200 mètres de haut. Donc, c'est quasiment la tour Eiffel qu'on a devant nous autres, puis on peut dormir là, à la base de ça. Puis ça, c'est rien. Là. Il y a encore plus grand en kayak de mer. Des fois, il y a des falaises coupées au couteau qui tombent dans l'eau. Puis c'est vraiment là, des falaises de jusqu'à 300 mètres de hauteur, là, qui est la hauteur de la tour Eiffel, là, pour ceux qui sont déjà allés. Le campement, les campements à chaque soir, des fois, c'est des plages de roche, des fois, c'est des plages de sable, des vues incroyables. Les levées de soleil, Mariana a parlé des levées de soleil au Mexique. Moi, je vous parle des levées de lune au lac Powell. J'en ai jamais vu des aussi beaux de toute ma vie. Il y a des rouges vifs qui se transforment au blanc éclatant de toute grosseur. La lune, on sent des fois qu'on pourrait quasiment y toucher là, quand on est là-bas. Au niveau nourriture, juste pour mettre un peu dans l'ambiance du lac Powell, étant donné que c'est une expédition de 12 jours, les kayaks, c'est un mélange de kayaks tandem et un mélange de kayaks solo. Ceux qui veulent avoir des solos, on en a quelques-uns. On n'en a pas pour tout le monde, mais on en a quelques-uns. Matin et midi, le midi, on mange des salades composées. On essaie d'avoir le plus possible de fruits et de légumes frais. Mais étant donné la longueur de l'expédition à mener, on doit tomber aussi en même temps dans les salades composées là, avec des légumes et des fruits là, qui sont déshydratés ou lyophilisés. Pour les déjeuners, c'est la même chose. Les soupers, c'est de la nourriture lyophilisée là, le plus souvent là, en expédition, là, pour cette expédition-là du moins. Une chose est certaine, on mange très bien en expédition, on mange à notre faim. Et puis, c'est ça. Moi, je suis un foodie, j'aime manger, donc pour moi, c'est important. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mon ancien métier, c'est cuisinier. Donc, quand c'est moi qui guide, là, j'essaie d'être à la hauteur. Donc, juste d'exemple de paysage que vous allez voir, c'est vraiment le paradis de la photo. Pour ceux qui veulent prendre des photos là, pour la peine, c'est vraiment un endroit incroyable. C'est dans un recreational area qui est un peu l'équivalent d'un parc national là, qui sert aux activités. Pourquoi est-ce qu'on va là? Merci beaucoup. Ceux qui ont remarqué, c'est Simon qui cuisine, c'est certain que ce sera excellent. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on va au lac Powell à ce temps-ci de l'année? Vous pouvez voir là, sur la photo, il n'y a aucun bateau. Et pourtant, c'est un des endroits très visités aux États-Unis pour les Américains l'été.
Nous, en Ternay, on y va en saison épaisse, soit au temps des fêtes, printemps, automne. C'est encore trop frisquet pour les Américains, mais pour nous, les Québécois, les températures sont quand même clémentes. On parle de le jour entre 17 degrés et 21 degrés là, pour le mois de mars, et le soir entre 5 et 10 degrés. Là. Mais pour eux, c'est pas encore la saison d'y aller. Donc, le nombre de fois que j'ai croisé des bateaux au lac Powell sont quand même rares, ce qui est incroyable sur un plan d'eau comme ça, qui attire quand même des gens. Pour nous, quand on y va, là, on a un peu de lac, on se sent un peu seul au monde, là, pareil comme dans le film La planète des singes. Tu peux aller pour la prochaine, ouais. Un des attraits, c'est au lac Powell, c'est le Rainbow Arch. C'est une arche parmi tant d'autres. C'est une arche qui est sacrée pour les peuples Navajo. D'ailleurs, c'est une zone, c'est là où que les Navajos, c'est un peu le territoire des Navajos, le lac Powell, ou du moins leur territoire ancestral. Nous, à tous les jours, on va essayer de rentrer dans différents canyons pour aller justement explorer ces endroits-là, puis découvrir les merveilles que nous cachent les petits raccoins que des bateaux moteurs ne peuvent pas aller et que nous, en kayak, ben, c'est un peu le délire d'y aller. Il y a quelques journées qu'on va prendre des journées de repos là, pour nos bras, et puis on va activer nos jambes. À ce moment-là, on va essayer d'aller faire des randonnées pédestres, tout dépendamment où est-ce qu'on se trouve. Bien sûr, une des caractéristiques du lac Powell, c'est autant que ça peut être une mer d'huile, autant qu'il peut y avoir du vent, ce qui nous empêcherait de faire du kayak. Et puis, c'est à ces moments-là là, qu'on préconiserait d'aller faire un peu de randonnée pour aller voir un peu en hauteur à quoi ressemble le lac Powell. Le lac Powell, c'est aussi en même temps un endroit où que le vent et l'eau a travaillé la roche. Dans certains canyons, c'est un peu à quoi va ressembler ces canyons-là, où est-ce qu'on justement des canyons d'environ 1 mètre de large, où est-ce qu'on va se faufiler à travers tout ça, puis ne pas savoir jusqu'à où est-ce qu'on va se rendre. Mais on va revenir au kayak, par contre. C'est des kayaks tandem et solo, des kayaks en plastique, étant donné que c'est beaucoup, beaucoup de roches et ce n'est pas toujours des plages de sable sur lesquelles on va accoster. On a préféré avoir des kayaks là, en plastique, là, histoire d'être un petit peu plus certain qu'on ne les abîme pas trop là, dans la roche et tout. Les kayaks, bien sûr, ils vont être chargés pour 10 jours d'expédition, 10 jours de nourriture avec votre matériel, puis le matériel de groupe qu'on va se partager en équipe. C'est un voyage où est-ce qu'on va travailler ensemble pour monter les campements. C'est un voyage où est-ce qu'on va travailler ensemble pour faire à manger, la vaisselle, démonter le campement, recharger les kayaks et repartir à l'aventure. La seule façon qu'on est capable de faire tout ça, c'est si on travaille en équipe. Puis c'est un peu comme ça que je préconise de faire ce voyage-là. Le niveau du lac Powell change fréquemment. C'est un lac où est-ce que, étant donné qu'il y a un barrage, puis on s'en sert pour l'hydroélectricité, et c'est aussi en même temps la réserve d'eau douce là, pour à peu près 60 millions de personnes en aval, eh bien, le niveau d'eau change. Donc, il y a des endroits où est-ce que ça va faire des changements dans la couleur de la roche. À d'autres moments, ça va être plus inondé. Il y a des endroits où est-ce que, par certains moments aussi, il va y avoir moins d'eau. Nous, au mois de mars, étant donné que ça va être la fonte des neiges dans les montagnes, dans le Utah, dans le Colorado, il devrait y avoir un petit peu plus d'eau que, mettons, au mois de septembre ou octobre, ou même l'été. Quand on parle d'un pays désertique, quand on parle d'un pays où est-ce qu'on pourrait s'y croire à la planète des singes, ben c'est une belle photo, je pense, qui le représente. Où est-ce que là, ça, c'est un arrêt dîner, où est-ce qu'on est arrêté pour manger, prendre notre pique-nique, puis après ça, on faire une petite sieste, puis repartir après ça là, à notre destination qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'elle serait. C'est vraiment, on arrive, on regarde, ça a l'air pas pire ici pour planter nos tentes, ben c'est là que ça se fait. Au niveau de l'eau, le lac Powell, c'est de l'eau douce. Donc, on n'a pas besoin d'apporter notre eau avec nous autres. On a juste à prendre notre gourde, traiter l'eau, puis c'est prêt à boire. Autant qu'il va y avoir des petits labyrinthes, autant que le lac Powell aussi en même temps s'ouvre sur des ouvertures énormes où est-ce qu'on se sent encore plus petit qu'à d'autres moments donnés. Puis en même temps, on peut voir autant qu'on va au loin, on peut voir la ligne blanche, la ligne, ce que les Américains appellent le bathtub line, donc la ligne de bain. Ça, c'est le niveau de l'eau quand il est arrivé à son plus haut, puis il a baissé avec le temps. Donc, ça a fait une belle ligne, une belle cerne blanche alentour du lac. Sur ce, le lac Powell, c'est un voyage qui s'adresse à des gens qui ont
probablement déjà fait du kayak, qui savent du moins qu'ils aiment le kayak. C'est des gens qui ont une capacité à faire du kayak sur plusieurs journées. Mais si vous êtes moindrement en forme et que ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait sur plusieurs jours, les chances sont que c'est à votre niveau, qu'il n'y a pas de problème. Les conditions de mer ne sont pas, c'est pas des conditions de mer qui sont très, très demandantes en général, quoique si on a un vent de face, ça peut prendre un peu plus d'énergie pour se rendre à notre campement du soir. Mais sinon, règle générale, ça reste quand même un voyage qui est accessible. Fait que sur ce, la parole, je la laisse à Mariana pour le Canada et puis la Colombie-Britannique, et je pense que c'est pour les îles Haida-Gwaii. Avant ça, est-ce qu'il y aurait des questions pour le lac Powell? Oui, le Non. séjour, en fait, les 2 voyages sont en autonomie complète. Donc, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'équipe qui vient nous fournir de la nourriture. De temps en temps, je suis capable d'accoster un bateau, puis je demande à un pêcheur s'il y a quelques poissons. En général, ils sont gentils et nous en donnent une coupe. Mais sinon, oui, le voyage est en autonomie complète. Avez-vous des tentes et sacs étanches? Les tentes, oui, on en a. Les sacs étanches, en général, c'est vous qui les fournissez. Nous, on en a pour tout ce qui est matériel de groupe et nourriture, mais pour votre équipement à vous autres, là, ça va être vos sacs étanches. Il y avait une question aussi. Est-ce que le séjour est en autonomie complète? Ah oui, tu l'as Oui, répondu. oui, c'est ça exactement. Donc, juste pour résumer, en Basse-Californie, comme au lac Powell, on a des voyages plus courts, des voyages plus longs. Donc, évidemment, par exemple, 12 jours en expédition ou 10 jours en expédition, ben, il faut s'entraîner, même si on a 6 jours, mais bon, c'est sûr que ça va jouer plus à notre corps, à notre énergie. Qu'est-ce que j'avais fait pour cette année surtout, c'est printemps, donc en mars, on a la courte expédition en Basse-Californie du 15 au 25 mars. Puis après, pour ceux qui veulent un peu plus, on avait les lacs Powell à partir du 28 mars, donc la longue expédition. Puis on fait l'envers à l'automne. Donc à l'automne, c'est la Basse-Californie qui offre la longue expédition, puis c'est le lac Powell qui offre la courte expédition. On confirme toujours nos départs à partir de 4-5 personnes. Donc, dès qu'on a 4-5 personnes qui veulent s'inscrire au voyage, on peut confirmer les départs. Il y avait une question, Mariana, concernant si on avait Vous un 6 n'avez jours pour ce printemps. C'est ça, on n'en a pas pour ce Si printemps. Ça on va parle être encore de octobre. lac Powell, non. C'est les 6 jours pour ce printemps ne s'offrent pas au lac Powell. Si vous cherchez en 6 jours ce printemps, ça pourrait être la Basse-Californie. Jusqu'à quelle date vous nous laissez inscrire pour le lac Powell du 28 mars? C'est sûr que plus rapidement on puisse avoir les gens qui veulent s'inscrire rapidement, pour nous, ça va être possible de les confirmer. C'est sûr que c'est un voyage qui implique beaucoup de travail, beaucoup de logistique. Il faut arriver là-bas, préparer les kayaks, préparer le matériel, faire les courses. Donc, les guides doivent arriver à l'avance. Je m'avais donné cette semaine comme date butoir, je dirais jusqu'à vendredi, pour savoir s'il y a assez de personnes prêtes à s'inscrire pour pouvoir les confirmer et garantir ce départ. Donc, si ce voyage vous intéresse, appelez-moi demain ou cette semaine, même si vous n'êtes pas encore prête à tout payer, juste si je sais que j'ai 5-6 personnes possible. Pour le Mexique, j'ai déjà 2 personnes inscrites, puis dépôt et tout. J'ai 12 autres personnes qui doivent bientôt s'inscrire, donc c'est fort possible que si j'ai plus de personnes intéressées, on puisse confirmer puis passer à l'achat de vol. On va parler un peu comment ça passe les inscriptions, c'est quoi la procédure. C'est juste pour les gens qui veulent nous quitter, on comprend, c'est assez tard, mais si vous nous quittez déjà, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à communiquer avec moi au poste 103 pour soit la Basse-Californie ou lac Powell. Là, je veux vous parler très rapidement de notre voyage. C'est un nouveau voyage parce qu'on l'a créé l'année passée. Et on n'a pas pu les confirmer. Donc, moi, je me suis donné comme objectif de les confirmer cette année.
On a une date prévue, c'est du 10 juin au 22 juin, donc ça, c'est plutôt pour l'été. C'est à Idaho, donc la Colombie-Britannique. Pour vous rappeler un peu, avant, ça s'appelait les Queen Charlotte Islands. Aujourd'hui, ça s'appelle les Idaho. C'est un archipel, donc nous, ça divise en deux grandes îles entre autres. Il y a des petites îles puis des îlots. Donc, il y a les îles Graham puis les îles Morse Bay. Nous, pour les 7 voyages, on va atterrir à Saint Spit, puis après, on va faire l'expédition des kayaks au sud de l'île Morse Bay, donc ici plus au sud. Et après, on va retourner à Saint Spit après notre expédition de 8 jours. Puis on va profiter les 2 derniers jours de notre voyage pour visiter un peu la partie nord de l'archipel de Idaho. Donc, comme je disais ici dans la carte en plus à droite, donc on arrive à Saint Spit, on va dormir à Queen Charlotte avant et après expédition. Donc, c'est là qu'on va séjourner. Puis, les voyages, vraiment, on voit les réserves. C'est une réserve, donc les Waiana, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça les voyages. Les Waiana, c'est un parc national. C'est aussi reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est surtout reconnu pour sa forêt pluviale, entre autres. Donc, on va trouver des cèdres, des épinettes, la mousse. Donc, on est vraiment dans la forêt pluviale d'un parc. Donc, pas beaucoup d'infrastructures assez intenses touristiques. La façon de connaître ou de visiter cet endroit, c'est soit par bateau ou par kayak, comme nous, on va les faire. C'est vraiment, comme, si je retourne, ou si vous vous rappelez, il y avait l'île. La partie est, c'est beaucoup plus protégé, c'est un peu plus calme que la partie ouest. La partie ouest, c'est vraiment face au Pacifique, donc on va avoir des conditions beaucoup plus, des niveaux plus soutenus pour naviguer. Donc, nous, on va être plus dans la partie est, puis on va être un peu plus au sud aussi, dans une étroite qui nous permet de pouvoir visiter, puis même aller comme voir un peu la partie du Pacifique, mais sans trop jouer dedans, donc d'une façon protégée. Il y a une navigation arbitrée qu'on cherche à travers des îles et des silos en longeant un peu la côte. Il peut y avoir des petites traversées en milieu exposé, mais toujours contrôlées évidemment par les guides. C'est un voyage aussi en complète autonomie. C'est une expédition, comme Simon l'expliquait, les voyages en complète autonomie, on demande de la participation de tout le monde pour pouvoir se faire. Donc, on met tous la main un peu à la pâte à l'heure de souper, faire la vaisselle, monter les campements, démonter les campements. Donc, c'est un voyage vraiment participatif. On mange aussi très, très bien. On priorise aussi la nourriture locale, la nourriture fraîche. On a aussi l'eau comme en Basse-Californie, mais comme je vous avais parlé, ici, il y a plus d'endroits où on peut aller chercher, c'est ravitailler. J'ai toujours la misère avec Simon. Merci, Simon. C'est bien dit. Merci. Donc, on apporte plus ou moins selon la composition du groupe. Ça c'est aussi quelque chose qu'on n'en avait pas parlé. Les voyages en kayak, souvent, c'est jusqu'à 12 personnes, mais pour ces voyages, on est spécifique à cause qu'on est dans un parc. C'est les exigences du parc. On ne peut pas être plus de 8 personnes. Donc, on a 8 personnes plus les guides. Donc, c'est un voyage aussi qui a la capacité, la limite de personnes qui puissent participer, c'est inférieur aux autres voyages de kayak. On a des kayaks doubles, des kayaks simples. Surtout, on priorise les kayaks doubles. La température, forêt pluviale, ça veut dire qu'il peut pleuvoir, même si on est l'été, donc on n'est plus dans la Basse-Californie, on peut voir les ciels étoilés tous les jours puis dormir à la belle étoile. Là il faut s'habiller en conséquence. C'est encore des endroits très, très, très sauvages, très désertiques, avec une faune marine surtout assez pressante. C'est sûr que c'est toujours
sauvages. On ne peut pas vous garantir de voir des baleines, des marsouins, des lions de mer, mais on sait qu'ils sont là, qu'ils habitent dedans, des orques aussi. Donc, avec beaucoup de chance, on va y aller. Puis juin, pourquoi on a choisi juin? Parce que c'est tout au début de la saison. Ils nous ont donné la priorité. Puis sûrement, ça va être un des premiers groupes qu'on va descendre. Donc, ça va être assez spécial pouvoir vivre cette expérience sans avoir encore pas trop de monde qui visite les îles. Un des points forts de ces voyages, c'est évidemment les bateaux thermiques. On va aller dans les villages Aida qui s'appelle Wangwai. J'espère que je les prononce comme il faut. C'est un des villages les plus importants qui a les parcs au sud de l'archipel. C'est un village qui était fondé à partir du 19e siècle. Il y a encore plus ou moins les ruines de 10 maisons, puis au moins 30 maths thermiques encore on peut voir. Donc, c'est sûr que c'est un endroit assez impressionnant, assez mystique, avec beaucoup de culture, beaucoup d'histoire qu'on va pouvoir visiter. Des campements, c'est des campements toujours abrités au milieu de la nature. On a toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger, nous protéger de la pluie, etc. Je vous ai parlé des lions de mer, donc c'est sûr que peut-être qu'on va pouvoir voir, mais ils sont assez pressants dans la sonde, puis aussi les orques. Je ne vous parle pas beaucoup plus de ces voyages parce que c'est, comme je disais, c'est quelque chose d'assez nouveau. Malheureusement, je ne suis jamais allée, donc je rêve d'aller depuis longtemps. Mais c'est sûr que je n'ai pas la même... les étoiles, comme je peux vous parler de la Basse-Californie, il faut que j'aille, il faut que ça confirme ces voyages pour pouvoir vous parler mieux puis vous expliquer mieux un peu ces voyages. Les inscriptions pour n'importe quel des voyages que je vous ai présentés aujourd'hui, donc vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter par téléphone. Après, on vous demande de remplir une fiche d'inscription, de payer en dépôt. Souvent, c'est 35%, pas souvent, c'est toujours 35% montant de total de la facture. Il faut toujours vérifier les assurances. Comme agence de voyage, on peut vous offrir une soumission d'assurance, vous proposer les billets d'avion, etc. Souvent, on va confirmer le voyage à partir de 5 personnes inscrites. Donc, quand on a 5 personnes inscrites, on peut passer à l'achat des vols. Donc, on vous envoie une soumission aérienne. Puis, on demande un paiement du voyage 60 jours avant le départ. Aussi, quelques semaines avant le départ, on fait un petit rencontre pré-départ, comme je vous ai dit, au début de la saison, pour pouvoir justement mieux vous préparer. Si le guide est disponible, c'est le guide qui donne la rencontre pré-départ, sinon ça va être les spécialistes. On passe à travers la liste des matériels. Maintenant, avec toutes les restrictions, évidemment, on revérifie c'est quoi les exigences d'entrée, des sorties, etc. Donc, comme je vous dis, on est là avec vous du moment que vous savez l'intérêt du voyage jusqu'au moment que vous retournez à votre maison. Donc, Mariana, on a quelques questions, oui, vite, vite. On a, nous avons une question, on nous demande, doit-on être habitué au camping et être très en forme et très habitué en kayak? Concernant le camping, l'intérêt, ce serait de savoir que vous aimez faire du camping. Sinon, on est très heureux de vous montrer comment faire, de vous donner des trucs, des astuces, des moyens pour être plus confortable que, que vous pourriez penser des fois. Au niveau d'être, donc pas besoin d'avoir une expérience exhaustive de camping, mais d'avoir déjà fait pour savoir que vous aimez ça. Sinon, être très, très en forme, on demande d'avoir une capacité de faire du kayak 6 heures par jour sur plusieurs journées. Et la seule façon de le savoir, c'est vraiment, à moins que vous êtes quelqu'un qui s'entraîne là tous les jours, la seule façon de savoir, c'est vraiment d'avoir fait du kayak au préalable pour savoir. Ou bien que vous savez que vous avez une bonne forme physique, là, mais c'est de savoir que vous êtes capable de faire du kayak 5 à 6 heures par jour sur plusieurs jours.
Une autre question que l'on a, Mariana, et ça, c'est peut-être plus pour toi, c'est pour les billets d'avion, est-ce que c'est nous qui s'en occupent ou bien est-ce que Caravani nous aide là-dedans? Comme nous, le fait d'être en agence de voyage, on a une personne justement responsable de tout ce qui est assurance, billets d'avion, etc. Donc, dès qu'on puisse confirmer le voyage, on vous envoie une soumission. On vous demande déjà est-ce que vous aimeriez avoir une soumission. On n'est pas strict là-dessus. Donc, si jamais vous êtes à l'aise, vous aimeriez vous-même vous occuper de votre billet d'avion, il n'y a aucun problème pour nous. On vous demande simplement d'arriver en même temps que les groupes, puis de partir pas avant les groupes. Donc, il y a des gens souvent qui nous demandent « Ah, moi, j'aimerais arriver avant, prolonger. » Il n'y a pas de problème, on vous adapte à ce que vous voulez. On essaie juste qu'au moment que le voyage commence, tous les groupes sont ensemble, puis que tout le monde finisse ensemble. C'est la seule chose qu'on vous demande. L'autre question, quel l'âge moyen des participants? Ça, il y a un peu de tout. Souvent, c'est des 50, 55 la moyenne, mais on a vraiment pas de tout. Depuis aussi, on a dû s'adapter. Depuis il y a 12 ans, la pandémie, ça nous a permis de faire des voyages beaucoup au Québec. Là, on a vu une clientèle plus jeune venir à notre voyage, mais souvent, c'est un peu de tout. Puis, on n'a pas, je ne sais pas si Simon, tu veux répondre, mais Moi, j'ai eu un peu de tout. Là. En général, là, je vous dirais là, que la moyenne commence, mettons, de la trentaine jusqu'à mi-soixantaine. Là. C'est pas mal là-dedans, tout dépendamment du voyage, de l'intérêt aussi en même temps pour le voyage. Il y a des destinations qui sont plus populaires, là, bien sûr, avec certains groupes. Mais au niveau expéditionnaire, comme ça, là, je dirais, là, oui, c'est ça, trentaine à mi-soixantaine, c'est un peu de tout. Puis ça fait que les discussions sont hyper intéressantes parce qu'on on partage là, vraiment là, plein de facettes de la vie là, de tout le monde là, durant nos expéditions à cause de ça. est-ce qu'il y en a d'autres questions? Non, à date, c'est ça les questions qu'on a. OK. Ben, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment nous contacter. Souvent, je peux répondre à pas mal de questions, surtout administratives, techniques. Puis pour les voyages, si je ne connais pas la réponse, c'est sûr que je vais aller chercher la réponse avec les guides ou les partenaires. Donc, merci à vous tous de votre participation, d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère vous voir bientôt, soit aux États-Unis, à Hawaï ou en Basse-Californie.